Bonjour. Comment préparer un échantillon compatible avec une expérience de cristallisation? Quelle protéine ou macromolécule peut être cristallisée? L'objectif de cette séquence est que vous mesuriez bien l'importance du choix de la construction protéique avant sa préparation. Pour cela, nous allons étudier les outils permettant de choisir cette construction protéique. Pour commencer, les quantités de protéines nécessaires pour cristalliser une protéine et mener à bien une étude structurale peuvent assez rapidement atteindre l'ordre de grandeur du milligramme. Il s'agit d'une très grande quantité dont la préparation peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois. Pour limiter les risques de perte de temps, une première étape délicate consiste donc à bien définir la portion de séquence protéique que l'on va cloner, produire et purifier. La production, la purification et la cristallisation de la protéine nécessitent certaines conditions pour être réalisables. L'étape de la production impose de bien connaître la séquence du gène codant pour la protéine étudiée. La connaissance des modifications post-traductionnelles est également essentielle, en particulier pour choisir l'organisme de production. L'étape de purification sera conditionnée par la solubilité et la stabilité de la portion choisie, qui permettra, ou non, d'obtenir une quantité suffisante. Enfin, l'étape de cristallisation ne sera envisageable que si la pureté chimique, l'homogénéité conformationnelle et la solubilité sont satisfaisantes. Ceci étant dit, procédons étape par étape. D'abord, l'information dont nous devons absolument disposer est la séquence du gène qui code pour notre protéine. Que l'on dispose de la séquence en acide nucléique du gène ou de la séquence en acide aminé de la protéine, il sera toujours possible de passer de l'un à l'autre. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'adapter la séquence d'acide nucléique pour qu'elle soit compatible avec une production réalisée par des micro-organismes simples, comme des bactéries ou des levures. Ensuite, pour anticiper les conditions optimales de cristallisation, il faut avoir une idée des régions structurées et des régions dépliées. Mais comment prédire cela à partir de la seule séquence protéique? Les acides aminés sont des blocs de base qui constituent la séquence protéique. Ils possèdent un groupe fonctionnel amine NH2 en bleu, un groupe acide carboxylique COH en rouge et surtout une chaîne latérale notée ici R. Ces chaînes latérales ont des propriétés chimiques différentes. Leur classification reste quelquefois sujette à discussion, mais on trouve des chaînes latérales polaires chargées positivement ou négativement. Elles peuvent être polaires mais non chargées, ou encore non polaires et hydrophobes. Enfin, quelques chaînes latérales ont des propriétés spécifiques et sont classées séparément. Ainsi, selon leur chaîne latérale, les acides aminés ont des propriétés chimiques différentes. Qui dit propriétés chimiques ou électrochimiques différentes, dit aussi propriétés structurales différentes pour la protéine. En effet, en se basant sur des structures de protéines déjà connues, on a pu caractériser des propriétés structurales différentes selon les chaînes latérales des acides aminés. Par exemple, la tendance d'un acide aminé à se trouver plutôt enfoui ou en surface, ou encore à se retrouver dans un type de structure plutôt qu'un autre, est liée aux propriétés de sa chaîne latérale. C'est ce qu'on appelle la structure secondaire. Différents types de structures secondaires ont ainsi été décrites. Ils regroupent des hélices alpha, des brins bêta, qui pourront former des feuillets, et plusieurs types de coudes. Malgré tout, il est très difficile de prédire les structures secondaires d'une protéine sur la seule base de sa séquence en acides aminés. Pour compléter l'approche basée sur les propriétés des chaînes latérales, une autre information importante est fournie par l'ensemble des génomes déjà séquencés. Nous n'allons pas entrer dans les détails ici, car il faudrait un MOOC dédié aux approches de bioinformatique. En deux mots, la protéine qui nous intéresse a toutes les chances d'exister sous une forme voisine chez d'autres organismes. Sa séquence en acides aminés ressemblera donc plus ou moins à celle de ses protéines homologues. Prenons l'exemple d'une protéine de levure appelée SAE2, dont la séquence en acides aminés, appelée séquence primaire, peut être représentée de la façon suivante. Les informations indiquées après le signe supérieur donnent le nom de la molécule, de l'espèce dont elle est issue et différents codes qui permettent de la référencer dans des banques de données internationales.
C'est ce que vous voyez ici, surligné en jaune. En dessous, nous trouvons une succession de lettres qui représente la séquence en acides aminés notée en code à une lettre. C'est-à-dire que chaque lettre correspond à un résidu d'acide aminé. C'est ce que vous voyez ici, surligné en bleu. Ce format est standard, il s'agit du format appelé FASTA. Comment savoir si cette séquence protéique existe dans d'autres organismes? Du fait du grand nombre de séquences disponibles, il est possible de la comparer aux séquences voisines. Pour cela, il existe des logiciels capables de rechercher dans les bases de données les séquences similaires ou homologues. Par exemple, vous avez ici une fenêtre d'entrée pour le logiciel BLAST, pour Basic Local Alignment Search Tool. On entre la séquence qui nous intéresse dans la fenêtre prévue, on choisit l'algorithme adapté à notre cas, on lance le logiciel en cliquant sur BLAST. Et on récupère notre séquence avec toutes celles qui lui ressemblent, annotées comme ceci, selon leur degré d'homologie. S'il existe suffisamment de séquences homologues à celles qui nous intéressent, nous allons pouvoir définir des régions très conservées, moyennement, faiblement ou non conservées. De nombreux algorithmes ont été développés qui permettent de prédire les structures secondaires en se basant d'une part sur les propriétés des chaînes latérales des acides aminés et d'autre part sur leur conservation à travers les espèces. Donc plus nous aurons de séquences homologues répertoriées pour une séquence protéique donnée, meilleures seront les prédictions de structures secondaires. Nous observons ici une prédiction virtuelle en hélice alpha et en feuillet bêta de la protéine SAE2. Les régions riches en structures secondaires correspondent généralement aux régions structurées et celles qui ne contiennent pas de structures secondaires aux régions désordonnées et flexibles. Or, un domaine structuré sera plus facile à produire en grande quantité car le repliement de la séquence a un effet stabilisateur. Par contre, les régions déstructurées ne cristallisent pas car elles n'ont pas d'homogénéité structurale. Ainsi, vous voyez que grâce aux données bioinformatiques, nous pouvons estimer la délimitation de la séquence en acides aminés correspondant à la ou aux constructions à produire. Dans le cas de la protéine SAE2, nous pouvons prévoir deux domaines potentiellement structurés, appelés domaines globulaires. Il existe d'autres outils informatiques permettant de prédire les régions ordonnées ou désordonnées d'une protéine. Vous en trouverez quelques-uns dans l'onglet des ressources complémentaires. Ce que je vous recommande tout particulièrement, c'est de croiser les résultats entre plusieurs logiciels avant de décider où couper votre protéine. Et si vous le pouvez, testez plusieurs constructions protéiques voisines. Pour finir, il existe également une approche biochimique particulièrement intéressante, qui est la protéolyse ménagée. Pour l'appliquer, il est nécessaire de produire et de purifier une petite quantité de votre protéine entière. Des enzymes spécifiques, appelées protéases, reconnaissent une séquence de quelques acides aminés et coupent la chaîne principale en deux. Ce clivage a lieu préférentiellement dans les régions de la protéine qui ne sont pas protégées au sein de domaines repliés. Après action de la protéase, les domaines repliés sont séparés les uns des autres et l'analyse de ces domaines protégés permet d'en déterminer les limites. On peut alors commander le gène correspondant et passer à l'étape de clonage. Nous venons donc de voir que toute étude structurale d'une macromolécule commence avant tout par une analyse attentive de sa séquence, aussi bien par bioinformatique qu'avec des approches biochimiques. L'idéal étant de combiner les deux approches. Et bien entendu, il est indispensable de rechercher dans la littérature toutes les informations déjà connues. Nous avons parlé ici de certains outils utilisés dans le cas des protéines, mais les principes sont les mêmes pour les molécules d'ADN, d'ARN ou pour des assemblages macromoléculaires plus complexes. Cette étape préliminaire est souvent court-circuitée, alors qu'elle est essentielle et conditionne fortement la réussite des étapes suivantes, qu'il s'agisse de la production de l'échantillon, de sa cristallisation. Même la qualité du pouvoir de diffraction des cristaux peut être liée à la portion de séquence choisie.